Et voilà pour cet extrait d'interview de François Hollande sur le plateau de notre émission spéciale Ukraine, présentée par Maxime Switek et Perrine Storm. Merci d'être avec nous sur BFM TV pour cette nuit tout en direct. Il est 2 h du matin à Paris, 20 h à Washington, c'est-à-dire que dans 1 heure maintenant, le président américain va prononcer le premier discours de son mandat devant le Congrès réuni au Capitole. Discours très attendu compte tenu de la situation internationale et des tensions entre les États-Unis et l'Ukraine. Donald Trump pourrait annoncer la signature d'un accord sur les minerais. On verra si malgré ça, il remet en cause l'aide militaire à l'Ukraine. On vit ce moment de bascule ensemble sur BFM TV. Discours donc à suivre dans 1 heure maintenant. Et juste avant cette prise de parole, le changement de ton de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a affirmé vouloir arranger les choses avec Donald Trump après le clash de la semaine dernière. Il s'est dit reconnaissant pour l'aide américaine et s'est dit prêt à signer l'accord sur les minerais ukrainiens. On l'entendra dans les prochaines minutes. Et dans le même temps, l'Union européenne s'organise pour renforcer sa défense et compenser la fin de l'aide américaine à l'Ukraine. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a dévoilé un plan de près de 800 milliards d'euros pour réarmer l'Europe. On en parlera tout à l'heure. Et l'événement de la nuit sera donc le discours de Donald Trump face au Congrès tout à l'heure, dans 1 heure, allocution devant les parlementaires américains pour présenter sa vision et ses priorités pour les années à venir. Un petit peu l'équivalent du traditionnel discours sur l'état de l'Union. On suivra ça tout à l'heure en direct. Vous découvrez ces images sur la gauche de votre écran, l'intérieur du Capitole avec l'effervescence, tous les journalistes réunis donc dans l'attente de l'arrivée de Donald Trump dans les prochaines minutes et également des parlementaires américains. On a également une image en direct de Washington, de l'extérieur du Capitole, désormais plongé dans la nuit noire. Et puis nos reporters sur le terrain pour vous faire vivre ces prochaines minutes. On retrouvera Anne Norbans à Washington. Et puis on ira également en Ukraine, retrouver Alexander Kerry, voir comment l'Ukraine réagit donc à ces dernières annonces. Général Jérôme Pellistrandi est également avec nous sur ce plateau. Il est attendu ce discours de Donald Trump, vu la situation internationale. C'est sur ces questions-là que Donald Trump doit faire des annonces. Oui, alors, le discours, même si le terme technique n'est pas approprié, puisque, en fait, il vient de prendre Mais ce n'est pas le discours de l'état de l'Union que prononcent les présidents au cours de leur mandat. Voilà, le premier discours sera dans un an. Il est trop tôt pour faire l'état de l'Union 6 semaines après la prise de pouvoir. Mais il en demeure pas moins que ce discours est extrêmement important. C'est un moment plus que symbolique dans la vie politique américaine. Pourquoi? Parce que c'est la seule fois de l'année où le président américain s'exprime devant à la fois les sénateurs et les représentants, au nom du principe de la séparation des pouvoirs. Assistent également à ce discours les juges de la Cour suprême, donc qui jouent un rôle extrêmement important dans la régulation de la loi américaine. Y participent également les chefs d'état-major des armées et puis des invités des sénateurs et des représentants, invités du président américain. Donc c'est vraiment le moment clé de la vie politique américaine. Et donc ce discours va à la fois porter sur la politique intérieure, extrêmement important, où donc Donald Trump va en quelque sorte se féliciter de tout ce qu'il a entrepris depuis 45 jours, et sur la politique étrangère, pour démontrer que, là aussi, en 45 jours, il va dire qu'il a fait beaucoup plus que ses prédécesseurs. N'oublions pas, on n'en a pas beaucoup parlé ces derniers jours, mais il y a Gaza et le Proche et le Moyen-Orient, et bien entendu, l'Ukraine. Et donc, ça va être un show. D'habitude, c'est déjà un petit peu un show. C'est le show permanent avec Donald Trump. C'est un show permanent, et là, ça va l'être encore plus. Il va y avoir la First Lady, donc Melania Trump. Donc tout ça, c'est extrêmement important. Elon Musk est également annoncé à ses côtés. Vous remarquerez l'heure finalement relativement tardive pour les Américains, parce que il sera 20 h, heure des États-Unis. Voilà, donc c'est vraiment le moment clé. Ce sera le prime time à la télévision là-bas. Exactement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important et qui va être suivi, bien sûr, non seulement par les Américains, mais aussi, on peut l'imaginer, par les Ukrainiens, même si effectivement il sera 4 ou 5 tard dans la nuit. Voilà, très tard dans la nuit. Ou le petit matin. Au petit matin pour les Ukrainiens, parce que on attend
un certain nombre d'annonces, soit la signature de l'accord sur les terres rares, mais aussi la position sur maintien de la suspension de l'aide américaine. Donc voilà le discours qu'il faut suivre cette nuit. Ce sera confirmé ou pas par Donald Trump donc dans la prochaine heure. D'ailleurs, juste avant ce discours de Donald Trump, Volodymyr Zelensky a un petit peu changé de ton par rapport aux États-Unis. En tout cas, il refait un pas très clair vers Donald Trump, limite genou à terre. On analysera ça avec vous dans un instant, Général Païstrandi. Mais le président ukrainien s'est dit reconnaissant pour l'aide américaine, précisément ce que demandait Donald Trump et son vice-président J.D. Vance. Il a clairement affirmé vouloir arranger les choses. On va écouter Volodymyr Zelensky. Nous recherchons une coopération constructive, des relations fondées sur le partenariat. Nous ne pouvons que regretter ce qui s'est passé à la Maison-Blanche au lieu de nos négociations. Mais nous devons trouver la force d'aller de l'avant, de nous respecter les uns les autres, comme nous avons toujours respecté l'Amérique, l'Europe et tous nos partenaires, et de tout faire ensemble pour se rapprocher de la paix. Alexander Kerry, on va vous retrouver en direct de Kiev. Il est 2h06 en direct à Paris, un petit peu plus tard pour vous. Merci de veiller en pleine nuit. Vous allez également suivre ce discours de Donald Trump, évidemment, avec les conséquences qu'on sait sur l'Ukraine. Cette position de Volodymyr Zelensky, ces dernières déclarations, comment est-ce que c'est vécu par les Ukrainiens ? Alors, ces déclarations, ces positions, elles étaient attendues. Il faut savoir qu'il y a quelques jours déjà, Zelensky s'était fendu d'un très long fil sur Twitter, ce qui n'est pas nécessairement son habitude, en reprenant un peu tous ces éléments de langage, en expliquant, d'ailleurs, des éléments de langage de gratitude, de reconnaissance, en expliquant vouloir quand même reconstituer ce dialogue. Donc c'était quelque chose qui était attendu. Après, dans la façon qu'a Zelensky de s'exprimer aujourd'hui, c'est quelque chose aussi qui est un peu soutenu, alors sans être nécessairement fabriqué, c'est quelque chose qui rentre un peu dans l'ordre du formel, dans le fait simplement d'utiliser le vous, enfin le nous pardon formel en ukrainien, c'est déjà quelque chose qui diffère un peu généralement et bien de sa manière de s'exprimer habituellement. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre du protocole où il a bien compris bien que ne serait-ce que pour avoir un peu plus de défense antiaérienne. Pour le reste des armes, on verra. Mais en matière de défense antiaérienne, ce qui est le plus important aujourd'hui, à savoir notamment les Patriots et les HIMARS qui sont coincés parce qu'ils sont en transit entre les États-Unis et l'Ukraine, eh bien ça, c'est la priorité. Donc les civils ukrainiens peuvent tout à fait comprendre ça. Alors c'est difficile au niveau de la fierté, évidemment, même ne serait-ce que du point de vue des civils, parce que ça a été cette altercation a été très dure à vivre pour chaque Ukrainien, puisque Zelensky les représente, bien entendu. Donc c'était difficile à dépasser, mais aujourd'hui, effectivement, il y a cette réalité qui est là et qui existe. Il y a une forte inquiétude sur le risque de suspension de l'aide militaire américaine et comment cette pause, finalement, risque directement d'affecter le front, Alexander. Alors, il y a une inquiétude, oui et non, dans le sens où ce n'est pas la première fois qu'il y a eu une suspension en un délai de l'aide militaire américaine. En 2023-2024, les 60 milliards promis à l'Ukraine, donc 14 milliards exactement, avaient été bloqués, en tout cas retardé énormément. Ça va être très compliqué pour l'Ukraine, mais l'Ukraine avait réussi à tenir. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne est un peu plus stable en matière, et bien justement, d'aide qui vient notamment de l'Europe. Et hier, le Premier ministre ukrainien a d'ailleurs sorti des chiffres assez intéressants, selon le fait que comparé à 2022, par exemple, aujourd'hui, l'armée ukrainienne est à un tiers dépendante de sa propre production. Ça veut dire qu'en fait, elle dépend des deux, pour les deux autres tiers, elle dépend des États-Unis ou de l'Europe. C'est un pas énorme comparé à 2022, et petit à petit, il y a une tentative d'aller de plus en plus vers l'autonomie. Mais pour ça, elle a besoin d'investissement. Et pour ça, peut-être que justement, cette signature d'un accord peut ramener effectivement des investissements à l'Ukraine et des investissements dans la défense ukrainienne. Maintenant, pour le front, aujourd'hui, les armes qui sont sur le terrain, les États-Unis ne vont pas aller les chercher directement. Donc aujourd'hui, les Ukrainiens ont encore des armes sur le terrain. C'est pas demain matin que les Ukrainiens vont déposer les armes. Mais il est vrai que l'Europe doit aussi préparer cette transition potentielle, parce que les Ukrainiens savent dorénavant, et ils le savaient depuis longtemps, mais ils savent dorénavant, eh bien que les États-Unis ne sont pas des partenaires fiables, tout simplement.
Merci beaucoup Alexander pour ces précisions. On l'a bien compris, signature d'un accord sur les minerais, suspension ou pas de l'aide américaine à l'Ukraine. On verra donc ce qu'annonce Donald Trump. Ce sera dans 50 minutes maintenant. Merci beaucoup. On vous retrouvera un petit peu plus tard. On va préciser que le vice-président américain J.D. Vance a un petit peu éclairci la position de Washington sur cette éventuelle suspension de l'aide américaine à l'Ukraine. Il reconnaît quand même vouloir faire pression sur Zelensky avec ses déclarations. Nous voulons que les Ukrainiens aient un pays souverain et indépendant. Nous pensons que les troupes ukrainiennes se sont battues avec beaucoup de courage. Mais nous sommes arrivés à un point où ni l'Europe, ni les États-Unis, ni les Ukrainiens ne peuvent continuer cette guerre indéfiniment. Il est donc important que tout le monde vienne à la table des négociations. Les Ukrainiens doivent venir à la table des négociations et commencer à négocier avec le président Trump. Et voilà donc pour la déclaration de J.D. Vance, le vice-président américain, général Pellistrandi. Comment est-ce qu'on analyse ces deux parties, D'un côté, les États-Unis qui haussent le ton, qui maintiennent la pression sur Volodymyr Zelensky, et de l'autre côté, un président ukrainien qu'on sent quand même un petit peu affaibli, limite genou à terre. Oui, il est obligé de faire preuve de pragmatisme, parce qu'il ne peut pas, en quelque sorte, rester dans la position qui a suivi vendredi soir à Washington. Il a besoin de l'aide américaine, militairement et puis politiquement. Pourquoi? Parce que, en fait, le véritable problème, ça va être les discussions, vont être les discussions avec Vladimir Poutine. Et donc, il a besoin de démontrer aux Américains sa bonne volonté, parce que, là aussi, il faut bien comprendre que Donald Trump est obsédé par l'idée qu'il va faire la paix. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière la paix? La réconciliation entre l'Ukraine et la Russie? Non, ça c'est... il y a eu trop de drames. Certains disent qu'il s'agira plutôt d'une non-guerre, mais en tout état de cause, pour Donald Trump, il veut la paix, c'est bon pour le business, c'est bon pour les deals, excusez-moi des termes. Et donc, ce sont ceux qui l'emploient directement. Oui, et donc, lui, il veut un bon deal. Voilà, il veut un bon deal, en tout cas pour les États-Unis. Et donc, Volodymyr Zelensky, il sait qu'il n'a pas trop le choix. Il a défendu son peuple. Et d'ailleurs, on voit bien que les sondages d'opinion montrent qu'il a même repris des points et qu'il est soutenu par son opinion publique. Bon, il faut en quelque sorte un peu lâcher du lest face à une administration Trump qui est à la fois agressive, qui se range quand même du côté du Kremlin. Dernièrement, les thèses de Donald Trump étaient clairement alignées sur celles de Vladimir Poutine. Complètement, et c'est ce qui est un vrai problème, parce que si Donald Trump reste sur ses positions, c'est une forme de capitulation de l'Ukraine au final. Donc, d'autant plus que Moscou a très clairement réaffirmé qu'il n'avait pas changé de but de guerre. On l'a vu même ce soir, ici même, où le premier conseiller de l'ambassade de Russie à Paris a tenu des propos en disant démilitarisation, neutralisation, et même en niant la légitimité de Volodymyr Zelensky. Donc, une étape, certes, douloureuse pour Volodymyr Zelensky, mais indispensable pour essayer de progresser, parce que le peuple ukrainien est épuisé et qu'il faut donc trouver une solution à cette guerre qui, finalement, pourrait continuer de manière indéfinie, les Russes ne parvenant pas à obtenir la victoire et les Ukrainiens n'étant pas en mesure de récupérer la totalité de leur territoire. Bon, si ce revirement américain inquiète fortement en Ukraine, évidemment, en Europe aussi, en revanche, à Moscou, il a plutôt de quoi réjouir ce revirement. Les Russes sont à l'aube d'un grand chambardement et Donald Trump semble même devenir leur héros. C'est ce que nous explique Jérémy Normand à Moscou pour BFM TV.